Merci Franck pour ce panorama complet et riche d'enseignements, beaucoup de situations que vous connaissez certainement. Vous êtes, mais en même temps, quand on le voit exposer comme ça et qu'on le relie avec tout ce morcellement, c'est ce qui apparaît, de dispositifs ou d'actions ou d'acteurs, on prend toute la dimension et la complexité de la tâche. Donc, si vous voulez bien maintenant partager avec nous vos réflexions, vos attentes, vos interrogations, vos solutions, j'aimerais bien qu'il y ait des pistes aussi qui puissent peut-être, pourquoi pas, s'ouvrir. Qui se lance? Il y a le prix, hein, celui qui se lance en premier. Oui. Alors, attendez. Madame Vidal. Non, je voudrais simplement dire, comme vous pouvez le lire, que en fait, le SIAP de l'Aude a comme objectif justement d'être ce collectif d'information et de soutien aux aidants familiaux de famille, c'est-à-dire pour justement aller à l'encontre de ce que développait Madame Lambert, donc essayer d'être un lieu où peut-être on peut donner tous les renseignements. C'est pour ça que c'est un collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'UDAF tout seul, mais c'est avec d'autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est important. Qui veut le micro? Oui, je vous en prie. Qui êtes-vous? Nous sommes deux personnes de l'association. Si vous parlez très du micro. Ouais. Nous sommes deux personnes de l'association Alzheimer et notre regard, totalement bénévole. Et c'est un mot qu'on n'a pas entendu là depuis ce moment. C'est pour dire qu'on est à la fois professionnel par notre volonté d'être formé et de faire des choses justes, et en même temps pas professionnel puisque ça reste relativement informel. Mais les hâtes répit, les après-midi détente qui existent dans l'Aude sont un beau témoignage de cette volonté de servir, d'être très proche de ces gens. Je suis Audrey Brun, je suis psychologue de la santé. Je travaille à la fois en libéral et à la fois en milieu associatif, où j'anime donc des groupes d'animation pour les personnes seniors et où on fait beaucoup de repérage, où il y a beaucoup d'aidants qui s'ignorent, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et à titre libéral, moi je reçois beaucoup en consultation à la fois des aidés, à la fois des aidants, et où effectivement je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de professionnels de santé que je reçois en consultation dans le cadre de burn-out et de suivi d'épuisement professionnel, qui ont cette double casquette. Je pense notamment aux infirmières libérales qui font beaucoup plus que ce qu'elles ne sont censées faire, j'allais dire, en termes d'actes de soins. Elles font des courses, elles sortent le chien, elles font des aides comme ça qui ne sont pas prises en compte du tout et qui du coup à un moment donné font de la surcharge professionnelle et beaucoup de charge mentale pour elles. Et il y a une chose aussi que je voulais évoquer, qui a été évoquée par vous, monsieur, sur la culpabilité. La culpabilité effectivement des aidés à être dans cette situation d'aide et à peser en termes de charge familiale ou auprès des aidants. Et il y a aussi la culpabilité beaucoup des aidants qui, quand ils n'en peuvent plus, ne savent plus comment faire ou placent les personnes qui sont en difficulté et du coup ont une charge mentale aussi importante du fait de devoir, pour se préserver elles et pour se sauver, de pouvoir placer des personnes en situation de handicap ou en situation difficile. L'idée de culpabilité, ça revient souvent dans les témoignages que l'on a. Alors peut-être quelques réactions là, c'est deux. Je ne vais pas casser la table. La question des bénévoles, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. Je fais partie depuis quelques années d'un appel à projet qui est mis en place par le Crédit Agricole Assurance, qui chaque année finance des associations qui soutiennent les aidants. D'ailleurs, je crois que dans l'autre, j'ai fait ma petite recherche, on n'a pas financé une seule association. Autrement dit, vous avez vos chances pour la prochaine fois. Et donc, on était souvent saisis par des bénévoles qui agissaient en faveur des aidants et qui venaient demander un soutien financier. Et on s'était posé la question, est-ce que les bénévoles sont des aidants ? Et on a décidé que non. Mais en s'appuyant sur la définition du proche aidant, c'est qu'il n'y a pas un lien de proximité. Contrairement à un aidant familial qui a un lien soit familial, de parenté, soit de proximité avec la personne qui l'aide, les bénévoles, et
et c'est tout à leur honneur. On choisit d'aider, c'est du temps qu'ils donnent à la société, c'est extrêmement précieux, mais on ne les compte pas dans les chiffres des aidants. Et je pense que l'action bénévole a toute sa place, extrêmement importante, mais il doit être distingué pour bien comprendre aussi quel est le rôle spécifique aux aidants. Donc voilà cette distinction que je propose. Sur la culpabilité, alors elle est très complexe, la culpabilité des aidants, et moi en tant que sociologue, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Les psychologues le sont bien plus. Bien souvent, ce que je constate, c'est qu'on a des aidants, et ce qui n'était pas assez dit, on a des aidants qui sont très attachés, qui portent moins le niveau d'exigence sur la satisfaction des besoins de la personne aidée qu'ils accompagnent, et qui ne retrouvent pas cette même qualité, ou qui ne la retrouvent pas, ou qui ne la jugent pas auprès des professionnels. Et donc ils estiment qu'en dehors d'eux, ils n'arriveront pas à avoir le même niveau de qualité de réponse aux besoins de la personne. Donc, je ne sais pas si ça c'est de la culpabilité, mais en tout cas ils disent qu'à part eux qui connaissent extrêmement finement, et c'est souvent vrai, il n'y a personne quasiment autre qu'eux qui connaît aussi bien les besoins de la personne. C'est difficile pour eux de faire confiance à un professionnel qui fera forcément un peu moins bien que ce qu'eux font, ou en tout cas qui connaît moins bien la personne, donc qui comprendra moins ses besoins. Donc je crois que y a ça qui se mêle aussi à ce sentiment de culpabilité. Oui, je vous en prie. Juste une petite remarque. Je suis Valérie Thomas, je suis infirmière de formation, mais je suis là. Et je travaille donc dans un CIAS sur le lac de Carcasse. Simplement une réflexion sur les dents le proche aidant, qui en fait se résout, à mon avis, en tout cas, être aidant. Et cette notion de se résoudre, c'est quand même une connotation de contrainte. Et du coup, il y a un réel changement d'identité quand on devient aidant, en tout cas quand on devient vraiment proche aidant. Et cette notion de changement d'identité, je trouve qu'elle est très importante parce que finalement, on n'est plus soi. On est ce qu'attend justement, ce qu'attend le professionnel, on est ce qu'attend la société, voilà. Et ce changement d'identité, il est quand même quelque part parfois très très difficile à vivre, même s'il y a tout l'amour et tout ce qu'il y a donc dans une relation avec de famille ou de proche, mais il y a ce changement d'identité qui est quand même contraint. Non mais votre réflexion est très juste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, chaque année il y a la Journée nationale des aidants qui a lieu autour du 6 octobre chaque année. Donc il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés en France autour de ce qu'on appelle la JNA, la Journée nationale des aidants. Et l'année dernière, la campagne de communication de la JNA, c'est je suis chauffeur, infirmière, aide-soignante et aussi maman. Et c'était pour montrer tous les rôles qui viennent se cumuler quand on devient aidant d'un enfant en situation de handicap ou d'un parent, et qui effectivement peuvent venir introduire du trouble, de la confusion, on ne sait plus vraiment qui on est, tellement on fait tout en fait. L'Association française des aidants souvent porte un discours sur ça en disant que avant d'être aidant, on reste avant tout soit le parent de son enfant, soit l'enfant de son parent, soit le conjoint de son époux. Et qu'en fait, c'est ça qu'il faut préserver, c'est ce lien qu'on a avec la personne et éviter que l'aide entraîne des effets comme justement, je ne sais plus vraiment qui je suis tellement je dois tout faire. Ouais. Donc, ce risque-là, je crois qu'il est effectivement très 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 fort. D'ailleurs, dans certains témoignages, la relation entre professionnels qui va intervenir et l'aidant se situe aussi dans le respect de l'histoire familiale de la famille. Ce qui se joue dans la famille, les interactions entre des frères, des sœurs, etc. Et ça revient souvent aussi, je crois, dans les problématiques, la difficulté que peuvent parfois avoir les professionnels à trouver la place, la bonne distance au milieu de tout ça. C'est du vécu, non ? Donc, délégué, oui, mandataire judiciaire, on arrive souvent dans des situations où soit c'est l'aidant lui-même qui a demandé à être soutenu dans certains actes de sa vie quotidienne, sur le plan administratif, budgétaire, soit c'est l'aidé aussi qui le fait, parce que soit ça peut entraîner des relations conflictuelles avec l'aidant, puisque souvent les questions d'argent, ça peut entraîner des conflits. Soit aussi c'est une façon de se décharger de quelque chose, et comme l'argent et les papiers c'est un peu moins, on va dire, affectif,
ils arrivent plus facilement à se décharger de cet aspect-là. Donc ça nous permet d'arriver dans une situation où, celui qui aide est quand même fatigué et a besoin de soutien. Et du coup, quand on arrive, petit à petit, on va instaurer une relation de confiance, collaborer ensemble, parce que ça peut se construire, soit ça va être une co-tutelle, par exemple, soit on va prendre pleinement la mesure de protection. Et dans tous les cas, ça va être une collaboration avec l'aidé et essayer de trouver des solutions pour lui, pour l'amener à se décharger petit à petit du reste, finalement. Donc plus nous, on va être aussi, on va être informé, comme vous dites, en tant que professionnel, plus on va connaître les possibilités sur notre territoire pour aider les aidés, effectivement, plus on va être efficient à ce niveau-là. Voilà, donc c'est sûr que c'est des situations qu'on vit quotidiennement. On peut mettre en place l'APA, les PCH, les choses comme ça, pour apporter de l'aide, parce que des fois, oui, les familles sont perdues dans tout ça, c'est sûr. Mais c'est un biais. Nous, c'est un biais. Quand on arrive, les aider sur le plan financier et budgétaire, c'est vraiment un biais, parce que pour eux, c'est plus facile, j'ai l'impression, de se décharger de ce côté-là que du reste. Voilà, et petit à petit, on arrive à travailler avec eux, sachant qu'on reste longtemps avec eux, parce que le tuteur, il est là pendant un moment. Merci. Je pense que ce qui ajoute un peu à la difficulté pour les dents, c'est aussi, mais là statistiquement je ne connais pas le pourcentage et si c'est même évalué, il me semble que les aidants, dans la plupart des cas, ils ont commencé à apporter de l'aide au quotidien sans que ça... C'est la différence aussi entre le prendre soin des autres dans un cadre familial et la question que je me posais, c'est est-ce que finalement c'est pas plutôt la majorité des aidants, c'est-à-dire que les choses se font petit à petit et à un moment donné ça devient plus lourd, plus difficile. Alors que peut-être il y a aussi d'autres aidants qui eux, les choses arrivant brutalement suite à, je sais pas, un accident, l'annonce d'une maladie grave, peut-être réalisent plus rapidement parce qu'il y a aussi beaucoup à prendre en charge que ceux qui petit à petit font un peu plus. Alors là, votre question, elle touche à un point qui est souvent méconnu, c'est le caractère parfois insidieux de la charge d'aide. Parce qu'effectivement, et on le voit très bien dans le service des domiciles par exemple, où on commence à venir aider dans un couple âgé. L'un des deux, en fait, on ne sait pas distinguer qui est l'aidé ou qui est l'aidant. Parce qu'ils s'entraident tous les deux et que ça a toujours fonctionné comme ça, c'est des liens familiaux, ça fait partie du couple, ça fait partie de l'économie domestique où il y a un partage des tâches qui n'est pas toujours la femme fait à manger et l'homme a gagné de l'argent, mais bon, on retrouve quand même souvent ce traditionnel partage. Et en tout cas, le fait que devenir aidant, ça se fait de façon parfois très... c'est pour ça qu'on parlait d'aidant naturel au début, parce que c'est sous le régime de l'évidence, du naturel, oui, c'était pas une charge, et puis ça devient, par contre, ça le devient au fur et à mesure des années. C'était ce que j'essayais de dire quand je vous disais que, contrairement à avant, où ces situations-là, quand on avait besoin d'aide sur le plan médical, c'est que ça n'allait pas durer longtemps, l'espérance de vie était très courte. Aujourd'hui, ça peut durer des années. Et puis, les années passant, la charge ne fait qu'augmenter jusqu'à un point où on ne s'en est pas rendu compte de tout ce qu'on fait. Alors, d'ailleurs, pour illustrer ce point-là, vous savez, dans le baluchon Alzheimer, le modèle du baluchonnage fonctionne sur l'idée d'un journal d'accompagnement. Quand vous mettez en place un intervenant à domicile qui va venir remplacer un proche aidant, il tient un journal pendant toute la durée de son baluchonnage, de son intervention. Et dans son journal, il raconte tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait au quotidien avec la personne aidée. Ce journal-là, il a un but pédagogique. Après, il est rendu à l'aidant, et souvent, c'est en lisant ce journal que l'aidant se rend compte, ah oui, jusqu'où ça allait ce qu'il fait. Parce qu'en fait, ce qu'il voit décrit, c'est ce qu'il fait lui au quotidien. Et c'est avec ce genre d'outils qu'on commence à travailler sur alors, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu veux faire, jusqu'où tu peux aller, quelles sont les limites que tu te donnes. Voilà. J'ai un souvenir très caractéristique d'un baluchonnage qui avait été très compliqué pour une intervenante. Et on n'avait pas compris à quel point son épouse, c'était un monsieur qui souffrait de troubles neurodégénératifs. Et l'épouse paraissait dans un état extrêmement épuisé, mais on n'arrivait pas à comprendre
Pourquoi? Puisque son époux, il était encore très autonome physiquement, il avait encore du langage, on voyait bien qu'il avait des troubles du comportement, mais on ne comprenait pas qu'est-ce qui épuisait à ce point-là l'épouse. Et c'est l'intervenante qui a fait le balchonnage qui a réussi à le comprendre, parce qu'en fait, c'est un monsieur, il siffle en permanence. Et quand je dis qu'il siffle, il siffle toute la journée. Et donc, son épouse, elle n'en pouvait plus de l'entendre siffler. Et l'intervenante qui est venue passer 3 jours chez lui, la première heure, elle le trouve très gai, il siffle tout le temps, c'est sympa. La deuxième heure, elle commence à se poser des questions. La troisième heure, elle en est à quelle stratégie je vais mettre en place pour lui faire arrêter de siffler. Et pendant 3 jours, elle a tout essayé. Et d'ailleurs, ses essais, ses tentatives, ses stratégies étaient très fines parce que l'épouse, c'est de ça qu'elle avait besoin de parler en fait. Vous voyez? Donc c'est des petites choses du quotidien, mais qui sont révélées par les professionnels. Et ça montre bien l'articulation qu'il peut y avoir entre les aidants et les professionnels. Un mot sur... alors vous rentrez sur l'aspect financier. La demande, c'est... en tant... Souvent, c'est ça, c'est une difficulté financière qui fait qu'il va y avoir un pas où l'idée va demander d'être déchargée à ce niveau-là aussi. Alors, j'ai envie de dire, ça c'est déjà bien parce qu'il y a une demande. On peut déjà s'accrocher sur une demande. Parce que c'est encore plus dur quand on arrive dans une situation où il n'y a pas vraiment de demande, il y a même plutôt des refus en pagaille. Là au moins ça nous donne une prise pour agir. Et donc c'est ce qui permet après peut-être de dérouler toute la pelote. On rentre par l'aspect financier, administratif, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi ça me renvoie à ce que vous évoquiez aussi à contrario. On sait que pour les proches aidants, on a regardé depuis très longtemps dans les enquêtes qu'est-ce que les aidants arrivent le plus facilement à déléguer. Et ce qui délègue le plus, finalement, c'est les tâches domestiques. C'est l'entretien du logement, après ça va être les soins, les repas, et souvent l'aspect administratif, financier et l'aspect coordination, c'est ce qu'ils gardent. Parce que c'est ce qui leur permet de pouvoir encore suivre, maîtriser un petit peu tout un tas de professionnels, d'intervenants qui vont accompagner la personne. Donc on a aujourd'hui pas mal de ce qu'on appelle les aidants à distance. Les aidants à distance, c'est des proches aidants, par exemple, votre parent habite dans l'Aude, et puis vous êtes aidant, vous habitez en région parisienne, ou vous habitez à l'autre bout du monde. Et vous pouvez néanmoins rester dans un rôle d'aidant en coordonnant à distance la situation, ce qui suppose quand même d'avoir les manettes sur le levier financier et tenir l'agenda, savoir qui va réaliser les interventions, quand, pour faire quoi. Donc on a aujourd'hui pas mal d'aidants qui sont dans ce rôle de coordination, qui ne va pas s'en poser un certain nombre de questions avec les professionnels. Bonjour, donc je suis Odile Frédelin, je suis référent à PA au département sur le secteur Lézignanais, Corbière, Haute-Corbière. Donc, excusez-moi, pourriez vous lever juste pour que l'on vous voit? C'est notre réalisateur qui l'a soufflé, je suis pas merci. Donc voilà, donc je voulais dire que nous aussi, en tant que référents à PA, lorsque nous intervenons chez les personnes, enfin lorsque nous y allons pour évaluer les besoins et mettre en place les plans d'aide, nous sommes aussi un petit peu, nous rentrons dans l'aspect financier. D'accord? Il faut savoir ça, c'est-à-dire que nous allons, vous m'entendez? On vous entend, ne vous inquiétez pas. Je m'entends pas. Donc, ce qu'on fait, on met en place les besoins, on repère les besoins, mais une fois qu'on a mis en place le plan d'aide, la première question de la famille, c'est ça va nous coûter combien? Et quand vous avez fait un plan d'aide uniquement pour du répit et que, admettons, sur un GIR 2, vous venez d'attribuer 60 heures que pour du répit parce que le reste, tout ce qui est ménage, préparation des repas, toilettes, prise en charge par le SIAD, etc., que l'aidant fait tout ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit présent lorsqu'elle veut aller à la messe le dimanche, lorsqu'elle veut aller à son cours de yoga, faire ses courses, prendre le thé avec ses copines, enfin, retrouver une vie sociale. Elle est tout à fait d'accord quand vous mettez en place le plan d'aide. Et quand vous donnez le reste à charge, de 60 heures, on peut passer à 8 heures que pour la prise en charge, admettons, des tâches ménagères qu'elle veut. Voilà. Donc on est beaucoup confronté à ça, l'aspect financier. Pascal Perriot, donc je travaille au sein de l'espace senior à Carcassonne, service du département.
Donc en fait, notre mission, c'est d'accueillir les personnes de plus de 60 ans et les aidants familiaux, qui bien entendu, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, peuvent être des personnes de moins de 60 ans, en activité ou retraitées. Et donc moi, ma réflexion, c'est donc nous sommes un lieu aussi où nous regroupons l'information. Donc nous recevons à la fois des aidants complètement perdus qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc on est là pour les informer, les orienter, les soutenir, les accompagner. Et j'aborderai la notion du temps. C'est important de prendre le temps avec l'aidant, de cheminer avec lui pour mettre en place, bien entendu, et mobiliser les dispositifs d'aide les plus adaptés à la situation. Donc il y a aussi des groupes de soutien aux aidants familiaux qui sont mis en place, donc des ateliers de relaxation, des soutiens psychologiques individuels, des groupes de parole. Donc il ne faut pas hésiter à nous orienter les personnes vers l'espace senior. Ma deuxième question concerne le baluchonnage. J'aurais une précision à vous demander. Comment est-ce financé au Québec? Y a-t-il un système identique à la PAS? Et comment est-ce financé? Vous nous avez parlé d'une expérience donc développée par l'ARS en Normandie, je pense. Comment est-ce financé? Quel est le reste à charge pour la famille? Parce que comme le précisent nos collègues, nous aussi, on est là pour soutenir, aider, trouver des solutions. Quand on reste à charge, on mobilise les caisses de retraite, enfin on essaye de mobiliser la plupart des dispositifs existants. Voilà, merci. Bon. Merci pour ces deux bonnes questions, l'argent et le temps. Alors oui, je l'ai un petit peu évoqué, mais sans doute trop rapidement, et puis votre témoignage l'affirme. Le frein financier est très important dans le recours aux solutions de répit. Et effectivement, plus le reste à charge est important et moins les aidants ont la capacité à le financer. Et voilà pourquoi je pense, enfin c'est une proposition, on peut la discuter, voilà pourquoi le répit ça pourrait être considéré comme un soin. Comme un soin qui pourquoi pas serait prescrit. Moi, médecin traitant, je trouve que vous êtes dans un état d'épuisement avancé, je vous prescris un séjour de répit, je vous prescris un dispositif de répit pour qu'il n'y ait pas de reste à charge, qui soit un frein à l'accès à ce type de service. Alors, voilà pourquoi on pourrait imaginer que le répit, ça rentre dans une offre de soins. Alors, ça supposerait que les départements, directement, les départements le financent un peu ce répit. Vous avez une enveloppe, je crois, dans la PA de 500 €. Oui, justement, j'allais vous parler, effectivement, dans le cadre de la loi, existe l'enveloppe. Mais personne ne se lève avec moi. C'est justement de la caméra. Il existe donc l'enveloppe aide au répit, qui est une enveloppe de 101 €. Les centimes, je ne les ai pas retenus. Donc de 501 € par an. Pardon. Donc 501 € par an. Et qui équivaut à 22 heures par an de service prestataire. Si on met un prestataire, c'est... Voilà. Il ne peut faire que 22 heures. 22 heures, ça ne fait même pas une journée entière à la personne. Voilà. Et pour mettre en place cette enveloppe, il faut que le plan d'aide actif soit saturé. Voilà. Les heures de répit sont déjà intégrées dans les plans d'aide pour nous dès le départ. C'est-à-dire qu'on tient compte dans les plans d'aide de l'épuisement de l'aidant dès le début. Sans toucher à l'enveloppe, on en tient compte dès le départ. Mais bon, ça ne suffit pas parfois. Voilà. Mais bon. Il faut savoir aussi que pour les dents qui s'inquiètent et qui doivent être hospitalisés, parce que malheureusement on vit de plus en plus vieux, que ceux que nous aidons, les aidés sont parfois âgés et souvent en moins bonne santé que l'aidé. Je n'ai pas fait de faute, les dents. Voilà. Il existe aussi l'enveloppe hospitalisation qui est de 900 et quelques € par an.
Non, c'est sur chaque hospitalisation, pardon. On peut l'utiliser chaque fois que l'on est hospitalisé et on peut débloquer des heures supplémentaires pour s'occuper de la personne et rester au domicile. Voilà. C'est très bien les informations que vous apportez parce qu'elles ne font que illustrer cette difficulté d'avoir, alors d'une part, des départements, et c'est pas spécifique à l'Aude, tous les départements ont aujourd'hui de grandes difficultés à pouvoir financer les aides à domicile à hauteur des besoins. Vu le fonctionnement de l'APA, c'est pas possible. Et il y a voilà, c'est pas commun, c'est pas spécifique à l'Aude, c'est à peu près partout. Et le problème, c'est qu'on a d'un côté les départements qui financent de l'aide, on a d'autre côté un système de soins avec les ARS notamment, qui vont, elles, s'occuper donc de la partie soins. Et puis on a une relation qui est un peu perverse entre ces deux financeurs. C'est vrai pour, par exemple, la toilette. Vous êtes une personne âgée, vous êtes incontinent, vous avez besoin de soins d'hygiène, vous avez un médecin traitant qui vous fait une prescription pour des soins d'hygiène. Vous allez trouver un service de soins infirmiers à domicile, un SIAD, ou une infirmière libérale peut-être. Moins souvent, mais c'est possible. Qui va venir vous prendre en charge la réalisation de cet acte, et ça sera la sécurité sociale qui va payer. Si vous n'avez pas le médecin traitant qui fait la prescription médicale parce qu'il n'y a pas pensé, parce qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un SIAD, eh ben, on va peut-être prendre dans le plan d'aide, à part, le financement de la toilette. Donc d'un côté, c'est la poche du département, de l'autre côté, c'est la sécurité sociale. Alors, les SIAD sensationnels. Voilà. Et je pense que la réflexion est la même sur le répit. Parce que là, on a d'un côté le département qui dit on a une enveloppe de 500 €, mais à condition que les plans d'aide soient... Ça veut dire que concrètement, il y a combien de personnes à qui vous l'avez attribué? Depuis que moi je suis là. 1, 2, 3. J'en ai fait 3. Voilà. Donc en gros, ça profite à personne. Concrètement. C'est dérisoire de toute façon. Voilà. Et puis à côté, on a des dispositifs de répit dans lesquels l'ARS aujourd'hui finance en partie. Et oui, et c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que si on ne finance pas le répit des aidants, notamment pour des aidants dont, comme vous l'avez évoqué, qui sont dans un état de santé bien plus alarmant que celui de la personne aidée, eh ben, ça va se traduire par quoi? Par une hospitalisation. Et là, ça va être l'ARS qui va payer. Donc vous voyez, en fait, il faut qu'on raisonne de façon intelligente cette histoire-là. Qu'on raisonne de façon intelligente entre les financeurs et surtout dans l'intérêt des gens, plutôt que de laisser les gens aller au-devant des dangers et finir par une hospitalisation qui va dans tous les cas coûter cher à la société et à la personne. Il faudrait plutôt agir en prévention, financer ensemble le répit à hauteur des besoins pour éviter toutes ces dépenses de santé plus tard. Bon, voilà le raisonnement. Il faut donc mettre autour de la table les bonnes personnes en même temps. Voilà, alors d'ailleurs je vous invite à intégrer peut-être l'ARS dans votre collectif. C'est une proposition. Voilà, la constitution, et elle ne viendra que par là. Il faut que la facture, la facture sanitaire et sociale soit complètement, qu'elle n'existe plus, pour pouvoir arriver à avancer. C'est une évidence. Et ça fait déjà des années qu'on le pointe du doigt. C'est le problème. Ouais, alors moi je suis assez optimiste sur les territoires. Je pense que ces solutions-là, quand on les regarde d'en haut, on ne trouve pas de solution. Et par contre, sur les territoires, c'est là où il y a une intelligence qui peut être à l'œuvre. Je vous parlais de la Normandie. En Normandie, l'ARS de Normandie et le département de la Manche et de la Seine-Maritime, ils se sont très bien entendus pour financer depuis 10 ans, sans trop que ça se sache, parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'on vienne leur taper sur les doigts, puisqu'en fait, ils ont fait quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le cadre réglementaire, mais ils financent un service de répit à domicile. Voilà. Et parce qu'on a des fonctionnements qui sont très cloisonnés entre institutions, alors si on les regarde d'en haut, il n'y a pas de solution. Si on les regarde depuis le territoire, qu'on regarde quels sont les besoins qu'on a à satisfaire, qui sont les personnes, quelles sont les difficultés, comment on peut fonctionner ensemble, là je crois qu'on peut trouver des solutions. Je suis assez optimiste sur la possibilité de ces solutions qui sont locales, territoriales, dans l'intelligence des collectifs. Après, vous avez évoqué, madame, une question du temps qui est très intéressante. Oui, le temps des professionnels et le temps des aidants, c'est pas du tout le même. On n'est pas sur les mêmes temporalités. Et j'ai un très bon exemple qui vient renforcer ce que vous avez évoqué. J'ai eu l'occasion de faire il y a quelques temps l'évaluation d'un service de répit à domicile sur le modèle du baluchonnage. Et on s'est aperçu de quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'entre le moment où il y a une demande
d'un aidant qui nous dit « Ah, ce service pourrait être intéressant pour moi, j'aimerais pouvoir en bénéficier ». Et le moment où la prestation de répit va être réalisée, c'était 6 mois. 6 mois entre « Ah, j'ai découvert un service, c'est intéressant » et « Ça y est, ça va enfin se mettre en place ». Vous voyez un peu la temporalité ? Ouais, c'est une donnée importante. Alors, vous avez posé la question comment c'est financé au Québec ? Au Québec, c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé qui finance les 85% du coût de la prestation. Il y a des fondations qui financent 10% et il y a 5% qui est du reste à charge de la personne. La personne participe à hauteur de 5% du coût de la prestation. Et je pense que c'est un peu ce modèle-là qu'il faudra avoir en tête. Si on veut introduire un ticket modérateur ou une participation de la personne, il faut que ça reste une partie marginale du coût de la prestation. Qui sont les personnes qui vont au domicile pour baluchonner? Ah, excellente question. Qui sont les baluchonneuses du Québec? Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors comme j'ai eu la chance d'aller les rencontrer là-bas, je vais vous répondre. La moyenne d'âge des baluchonneuses au Québec, c'est 60 ans. C'est 60 ans et elles ont une composition sociologique qui est très intéressante. La moitié d'entre elles sont des retraités du système de soins, des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie qui sont partis à la retraite un peu plus tôt et qui ont des petites retraites et qui cherchent un complément de revenu. Et elles font quelques missions de baluchonnage dans l'année. Mais c'est elles qui les choisissent. Elles disent, moi, cette année, par exemple en 2019, je suis disponible pour faire 4 ou 5 missions. Et moi, quand je les rencontre, elles me disent, c'est génial, parce que c'est mon budget de vacances. Avec mes retraites, je n'ai pas la possibilité de me payer les vacances. Je fais du baluchonnage et ça me paye mes vacances. Voilà. Donc elles le vivent comme un complément de revenu. Et puis une autre moitié d'entre elles, ce sont des professionnels qui sont sur des reconversions, des trajectoires professionnelles, soit ce sont d'anciens artistes, des libraires, des commerçants, des gens qui ont eu des vies et des carrières professionnelles qui n'ont rien à voir avec le soin et qui par contre ont souvent travaillé dans des métiers de la relation de service ou des représentations, le métier de la représentation, et qui du coup n'ont peut-être pas tout le bagage technique que peuvent avoir les soignants, mais qui ont tout compris de ce que j'appelle des aptitudes au care, l'attention à la relation à l'autre, et donc font ce métier parce qu'ils y trouvent du sens, une réalisation de soi. Il y a une formation, il y a l'association pour... Alors, l'association Baluchon Alzheimer du Québec assure elle-même un parcours de formation assez important. Je crois que c'est 136 heures de formation avant de démarrer, donc c'est sérieux. Ils font ça depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a des séminaires de ressourcement qui ont lieu très régulièrement pour mettre en commun les expériences de baluchonnage. Donc oui, il y a une formation qui est solide. Alors, et une formation qui est maintenant accessible en France, puisqu'il y a eu Baluchon France qui a été créé, qui est le petit frère ou la petite sœur de Baluchon Alzheimer Québec. Sans le Alzheimer, puisqu'en France, on a l'intention d'utiliser le baluchonnage pas que pour les malades d'Alzheimer, mais aussi pour tout un tas de personnes ayant besoin d'aide au quotidien, y compris peut-être des enfants en situation de handicap. On est en train d'essayer de voir si ça peut fonctionner. Donc, on se sert de ce dispositif pour accompagner différentes situations. Mais donc, Baluchon France dispense une formation pour les baluchonneurs, les baluchonneuses. Et c'est une formation qui est, je crois, très très accessible financièrement, puisqu'il y a un groupe de protection sociale qui a financé en grande partie cette formation. Donc, les services qui font partie de l'expérimentation que j'ai présentée, la 50aine de services qui sont retenus dans l'expérimentation des prestations de répit ont, pour la plupart d'entre eux, accès à cette formation. Dites-moi, en France, vous disiez qu'au Canada, c'était le ministère de la Santé qui prenait en charge. Baluchon France, Alors, je vous ai parlé Baluchon France, je vous ai parlé d'un groupe de protection sociale, on va dire, c'est l'AG2R qui finance en très grande partie Baluchon France. Si je peux me permettre une petite remarque en tant que profane, vous êtes tous des professionnels avertis. J'ai entendu parler de besoin de temps, j'ai entendu parler de la notion de care, c'est-à-dire prendre le temps d'être auprès de la personne, de l'écouter, de la prendre dans sa globalité, ce qui veut dire un contact humain, un contact de proximité. Quels sont les professionnels qui sont le plus au contact de ces personnes? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Parce que les professionnels qui vont essayer d'aider les proches aidants, j'aimerais bien savoir qui sont pour vous ces professionnels, qui sont naturellement au plus proche
qui sont quotidiennement dans les familles. Est-ce qu'elles sont là? C'est les auxiliaires de vie. Oui. Les auxiliaires de vie, par exemple, qui viennent tous les jours pour faire des tâches compliquées, des toilettes, qui rentrent dans l'intimité. Ouais. Et oui. Et puis vous avez vu qu'elles ne sont pas là ce matin. Vous savez pourquoi elles ne sont pas là? On est d'accord. Alors comment fait-on? Parce que tout à l'heure, Franck disait, en France, on est très fort dans le soin, dans l'urgence, pour réparer. Et petit à petit, j'ai l'impression, en vous entendant depuis ce matin, que oui, on est très fort pour faire des dispositifs, pour les moments où ça devient crucial, pour l'hospitalisation. Alors là, on va trouver quelqu'un pour aller à la maison, etc. Mais toutes ces personnes qui, au quotidien, vont dans les familles, pourquoi on n'investit pas sur elles? Pourquoi ce n'est pas elles qui sont là, au cœur de ce que l'on va demander, pour peut-être rendre compte de ce qu'elles voient, le ressentir, tisser ce lien de confiance? Pourquoi elles ne sont pas là ce matin? Jusqu'à quand ça va durer? Voilà, je vous pose la question. Au moins les services, en tout cas, qui les emploient. Ils devraient être là pour... Ah, mais je ne faisais pas de procès à personne par rapport à ça. Je disais simplement... Ah, c'est chouette, on a lancé une petite polémique. Exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que ces professionnels-là, et c'est pas la faute de leurs employeurs, pas, s'il vous plaît, faites-le partager à tout le monde, c'est là que ça devient intéressant. Mais c'était simplement que matériellement, ces personnes ne peuvent pas le faire ce matin, parce que si elles viennent, elles ne sont pas payées pour être là. Je pense que là, certains d'entre eux, moi je travaille en ce moment, je suis là parce que je suis payé, je travaille. Elles, si elles viennent, alors que c'est leur métier, elles ne seront pas rémunérées. Et elles vont peut-être faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là aujourd'hui pour joindre les deux bouts. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de... Comment on peut trouver des solutions pour revaloriser ça, et peut-être en changeant les mentalités, le regard sur leur travail, je ne sais pas, allez-y. Oui, donc nous sommes bien là, Valérie aussi. Effectivement, c'était très compliqué de libérer nos professionnels ce matin, voire cet après-midi. Je vous en fais pas gagner, enfin, je sais. Non, mais je ne le prends pas comme il n'y a pas de souci. Effectivement, si vous embrayez sur la revalorisation, on pourrait en parler des heures. Hein. Ce sont les invisibles du système. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, je crois qu'elles ne sont pas là, mais parce qu'elles sont à aider, l'aidant. Voilà. Donc, elles essaient au maximum d'apporter des solutions. Elles sont aussi, je vais dire, le recours de repérage. Il ne faut pas l'oublier tout ça. Et puis, c'est dommage que Madame Sandranier soit partie, mais leur travail, ils méritent vraiment une juste rémunération. Et aujourd'hui, on nous pond des rapports, hein, le rapport Libaud, El Khomri, etc. Et on attend toujours la proposition de loi de Madame Buzyn. Voilà. Et pendant ce temps, elles partent toutes petit à petit. Hein? Et il faut savoir qu'effectivement, si on avait eu des solutions de remplacement, ce matin, il y en aurait un certain nombre. Sauf qu'on galère. Enfin, moi, du coup, voilà, Valérie, on galère depuis bientôt 1 an. On a déposé le papier au conseil départemental aussi en disant qu'on galérait, qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Oui, les choses allaient venir, mais c'est déjà le feu depuis plus d'1 an maintenant. Hein, voilà. Donc effectivement, ces personnes-là qui sont au cœur du dispositif, qui devraient l'être. Qui sont au cœur du dispositif au quotidien, ça c'est sûr. Mais qui ne sont pas associés. Et qui devraient être effectivement ici, là, à témoigner de leur quotidien et de leurs difficultés et des multiples contraintes qu'elles subissent, hein, elles n'y sont pas. Voilà. Donc vraiment, ça c'est un peu la colère du jour, quoi. Voilà. Merci. Sur un mode de valorisation, alors on l'a un petit peu facile, moi je représente le CIAS par personne à on a quand même donc, à peu près 240 personnes qui travaillent pour le soin et l'aide à domicile. Et on a quand même essayé de faire une rencontre le 23 novembre, un samedi matin, sur le mode du volontariat, mais avec une notion de récupération d'heures, où on a fait rencontrer tous nos agents. Alors bien sûr, tous n'étaient pas là, mais c'était une première rencontre, pour justement cette notion de reconnaissance. Elles se sont rencontrées
elles ont échangé avec les aides avec les aides-soignantes, les infirmières, l'administratif, parce que vous ne pas oublier aussi tous ces responsables du secteur, qui reçoivent en direct les personnes en demande et qui sont dans une situation de désespoir parfois. Et vous avez en face donc les responsables de secteur qui sont là avec des gens qui pleurent, des gens qui s'insurgent sur le fonctionnement, qui s'insurgent de ne pas avoir les dispositions et les dispositifs disponibles et adaptés. Et même les administratifs sont en difficulté dans ce secteur-là. Et je dirais même au moins de façon au moins égale. Et donc on a essayé de les faire rencontrer. Et rien que ça, c'est 4 heures passées ensemble, avec un petit buffet, c'est vrai à la fin, ok, qui a permis de clôturer, mais rien que ça, c'est un minimum de savoir qu'elles existent. Elles n'ont jamais le temps de rencontre. Elles ont des réunions de coordination une fois tous les trimestres, d'accord. Elles n'ont jamais ce temps que l'on a, nous, en tant qu'infirmières, des fois, en tant qu'aide-soignante, même sur les SIAD, elles se rencontrent en SIAD. Au domicile, jamais. On a 82 communes, on couvre 82 communes. Vous imaginez, Val-de-Dagne, le Haut-du-Minervois, quand est-ce qu'elles se voient? Elles sont seules devant tout ce qu'on a décrit ce matin. Seules. D'accord. Avec quels moyens, quelle formation? Et ça, donc, vous avez clairement dit ce matin, on a parlé donc des aidants, et ce volume d'aidants qui correspond à 80%, si on les enlevait à 80% des financements de la STEM, c'est quand même énorme. On enlève ces aidants. Mais elles, si on les enlève, mais tout s'écoule. Et actuellement, on ne trouve pas, on n'arrive pas à recruter. Donc il y a bien quand même, on a une population, on a un département, le deuxième département le plus pauvre, avec un taux de chômage qui est hallucinant, et on ne peut pas recruter. Pourquoi? Est-ce que la rémunération Je sais. Juste une parenthèse, je vous entendais dire la rémunération, c'est évidemment essentiel. Mais je crois que ça ne se limite pas à ça, parce que les personnes qui font ce métier et qui y sont, donc il faut prendre les choses par tous les bouts. Il y a aussi une reconnaissance, il y a aussi une valorisation, il y a une implication, il y a... bref, je vous écoute. Nous vous écoutons. Donc déjà, je vous remercie pour vos propos que j'ai pris en cours, mais j'ai trouvé très intéressant. Et pour moi, j'ai noté 3 choses dont j'ai envie de parler. C'est plutôt un témoignage peut-être, mais il y aura peut-être des solutions. Je suis jeune retraitée et je souhaitais pouvoir continuer, je me sens pas vieille, continuer à faire le métier que je faisais. Et donc, j'ai sollicité une association pour pouvoir travailler et compléter ma retraite. Pour ce faire, tout de suite, il m'a été fait des propositions. Voilà. Le seul souci, c'est que je suis quand même allée à la CARSAT pour dire quel problème peut y avoir. Et on m'a seulement dit, mais madame, si vous travaillez, votre retraite complémentaire est suspendue. Donc moi, dans ma tête, j'ai fait mon calcul, ma retraite complémentaire, je me la suis gagnée. Et je me suis dit, mais je rentre encore dans du bénévolat si je veux accompagner ces personnes. Donc du bénévolat, j'en fais beaucoup déjà. Et voilà, donc ça c'est la première chose auquel j'étais très en colère. Donc j'ai dit à cette association, je ne peux pas répondre à votre demande. Et ça me fait beaucoup de peine parce que j'aurais aimé continuer à pouvoir accompagner, mais d'une façon avec un salaire. Voilà. Donc ça c'est une première chose. La seconde chose qui m'inquiète un peu, c'est que ma fille est responsable de secteur dans la Haute-Garonne de services à domicile. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'effectivement, dans les moyens, ils ne sont pas bien donnés. Et donc, elle a un poste pour faire donc, les plannings et tout ça. Et normalement, elle fait 9h, 17h. Et souvent, quand elle n'arrive pas à trouver quelqu'un, ben, c'est elle qui va coucher la personne parce qu'elle a cette conscience. Donc, du coup, c'est sa vie personnelle. Sa petite qui est il y a 5 ans. Voilà, donc, du coup, moi je m'inquiète beaucoup sur la santé de ma fille parce que je me dis que dans son travail, voilà, il n'y a pas les moyens donc, de pouvoir faire ça. C'est ma seconde question. Et ma troisième question aussi, c'est par rapport aux aidants aidés. C'est qu'aussi il existe des associations. Donc moi, si je suis à l'UDAF, c'est par rapport à l'UNAFAM. Et il faut savoir aussi que une personne qui est en souffrance, il faut aussi qu'elle parle, qu'elle se livre. On a une psychologue, nous, à l'UNAFAM, qui est extraordinaire, qui permet de pouvoir discuter. Il y a des groupes de parole qui se font. Effectivement, mais au moins les personnes, elles savent, elles ne sont pas seules avec leurs problèmes. Et déjà, je pense que c'est
Voilà, c'est une grande aide. Voilà les 3 points dont je voulais lever. Merci. Alors, la personne extraordinaire est là. Alors, on va vous passer le micro et on va presque vous demander de vous lever parce que le micro passe nous. Non, extraordinaire est à regarder. Bonjour à tous. Non, moi, ce que je voulais pointer en tant que... Qui êtes-vous? Alors, je suis la psychologue qui accompagne le groupe de parole de l'UNAFAM sur Carcassonne, ici à l'UDAF. Et ce que je voulais pointer, c'est que aidant, aider, c'est pas forcément un couple harmonieux. Et que les aidants en souffrent aussi. Et que la société, par rapport à ça et face aux aidants, leur dit souvent qu'ils ne sont pas forcément légitimes à prendre des décisions ou à demander de l'aide lorsque l'aidé n'est pas d'accord. On pense, on pense aux tutelles, par exemple, ou aux curatelles, où ils sont en grande difficulté, l'argent crée de conflits entre eux, parfois, et où à ce moment-là, l'aidé ne veut pas de la tutelle ou de la curatelle ou de l'aide médicale qui peut lui être apportée. Et l'aidant dit tout le monde est bien gentil, mais quand il n'est pas hospitalisé parce qu'il est en crise et qu'on lui dit ça ne vous regarde pas et il est libre de refuser les soins, il vit chez moi. Voilà. Et c'est moi qui prends la crise, l'agressivité et qui n'ai pas de réponse, vous parliez du temps, immédiate aussi. Voilà. Et voilà, donc c'est un problème que je voulais appointer ici, c'est que l'aider n'est pas toujours coopérant, quand même, face à les gens. Du fait de sa pathologie, il faut le dire. Alors, j'aimerais dire un mot. Là, on a évoqué un peu les enjeux politiques et financiers autour de la reconnaissance de l'aide à domicile. Et j'aimerais vous donner un peu une perspective historique sur cette question. Donc, à titre personnel, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'à mon niveau, j'essaye d'œuvrer pour améliorer la reconnaissance du métier d'auxiliaire de vie. Je travaille avec les fédérations, l'UNA, la FEDESAP, aussi bien associatives que privées. J'ai eu l'occasion de collaborer à différentes réflexions ministérielles sur ces questions-là. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que l'histoire nous enseigne. On a, côté handicap, des parents d'enfants handicapés qui, dans les années 50, ont su se mobiliser, se sont imposés comme un représentant légitime du besoin des personnes handicapées face au pouvoir public et qui ont construit une politique du handicap en France. Qui ont été capables de dire « vous allez créer des établissements pour nos enfants, vous allez donner les moyens nécessaires pour les prendre en charge ». Et c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui tout un secteur médico-social, alors qu'il est imparfait, mais qui est quand même assez bien équipé pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Côté Géronto, voilà, on n'a pas de représentants, ou quasiment pas de représentants des personnes âgées, qui sont des interlocuteurs légitimes face au pouvoir public pour dire de quoi on a besoin pour s'occuper des personnes âgées en France. On n'a pas l'équivalent, et c'est ce qui explique, je crois, en partie seulement, le fait que dans les services à domicile, on n'a pas déjà une vraie reconnaissance en tant qu'acteur médico-social. On en fait partie, mais on a toujours été les derniers roues de la charrette. On fait un métier qui est encore principalement défini sur des tâches domestiques, alors que tout le monde sait qu'il est au cœur de toutes ces relations d'aide, de soins. On a des salaires extrêmement mal payés, on a une pénibilité qui est la plus forte de toutes les professions en France, avec un taux d'absence d'un accident du travail qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On n'arrive plus à recruter, les gens sont mal payés, plus ils travaillent, moins ils sont payés, on passe en dessous du SMIC. Bref, on fait un tableau catastrophique du métier d'auxiliaire de vie. Finalement, je ne vais pas vous laisser dans le désarroi. L'espoir, c'est justement, je crois, cette coopération entre aidants et professionnels. Depuis longtemps, ce que je dis aux fédérations, c'est vous n'y arriverez pas tout seul à défendre vos services à domicile et votre métier d'auxiliaire de vie. Il faut qu'il y ait un acteur légitime qui parle au nom du besoin des personnes et qui soit face au pouvoir public. Et j'ai tendance à penser que les aidants pourraient être des alliés stratégiques
pour les services à domicile pour dire, nous, en tant qu'aidants, on a besoin d'avoir des services à domicile qui tiennent la route, qui sont en capacité à pouvoir répondre aux besoins des personnes aidées, qui sont en capacité à pouvoir nous remplacer, qui sont en capacité à qui on va pouvoir déléguer en confiance le bien-être et la qualité de vie de nos proches. Donc en gros, il faudrait que les aidants s'allient avec les professionnels pour dire face au pouvoir public de quoi on a besoin. Je crois que c'est cette alliance-là qui est nécessaire si aujourd'hui on veut faire avancer un peu l'histoire. Et voilà. Les aidants, il y a quand même beaucoup d'aidants âgés dans le pays. Et se mobiliser âgés, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'aidants qui sont des jeunes retraités, très fortement diplômés, avec un gros capital social, culturel, des réseaux professionnels qui fonctionnent bien, et je crois que ce sont ces aidants-là qui sont aujourd'hui en capacité de construire la cause et de la représenter. Il y a 2 grandes associations. C'est une culture quasiment déjà de se coloniser, de se concevoir. Le problème, c'est qu'en fait, la personne âgée, ou en tout cas la personne, on la repousse encore dans nos fonctionnements. Moi, j'ai un souvenir, on la met hors de la société. Moi, j'ai un souvenir sur un SIAD il y a 15 ans, d'une réunion où j'essayais de convaincre, donc j'avais 50 élus devant moi, et à un moment donné, j'ai fini par leur dire, mais attendez, mais c'est vous là. Ils ont tous, parce qu'ils sont tous titulés, ils ont tous entre 60 et 75 ans, mais c'est vous. Et demain, si c'était vous, donc il y avait besoin. Et là, il y a eu un grand blanc, mais vraiment, et oui, ça a débloqué, mais rien que ça, la prise de conscience qu'en fait, c'est nous. Mais on n'a pas cette culture encore. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer. Ne serait-ce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les fameux habitats inclusifs. Bon, attendez, mais la politique de l'habitat actuellement encore par rapport à ça, on est à des milliers et des milliers. Alors que c'est une évidence, vu le vieillissement de la population. Donc c'est quand même une culture à s'approprier. Et là, par contre, ça part du tout petit quasiment. C'était un peu mon message. La bonne nouvelle, je pense que en tant que professionnel, c'est vous, et je vais me mettre avec vous, c'est nous les mieux placés pour être ces agents de cette évolution culturelle. Je crois que comme on connaît bien les réalités, comme on voit bien les contraintes et les difficultés, on est en capacité d'aider les gens à décrypter un peu tout ça. Et je crois qu'on doit se saisir de ce rôle. Voilà. Je représente l'association Carcassonne Solidarité. Alors c'est très intéressant de voir comment les professionnels qui maîtrisent mieux que nous, qui sommes des bénévoles d'une association, tous ces dispositifs concernant les aidants. Mais je suis surpris en tant qu'association que nous soyons de plus en plus sollicités, précisément, et je prends votre relais, par des personnes âgées, des aidants âgés, c'est-à-dire ou le mari ou la femme qui accompagne le mari parce qu'il est handicapé, Alzheimer, etc., ou l'inverse. Et le constat que l'on fait, c'est que les enfants et les petits-enfants sont complètement à côté de la plaque pour accompagner ces aidants. Et j'insiste là-dessus parce qu'on travaille beaucoup avec les professionnels, on a de très bonnes relations avec les professionnels. Mais le problème, c'est que les professionnels interviennent chacun ou chacune dans son domaine. Et donc, ce que vous disiez au début de vos propos, c'est que c'est trop compartimenté. Et quand on veut faire avancer un projet, une situation pour apporter des réponses, là depuis quelque temps on est confronté. On nous dit maintien à domicile. Mais maintien à domicile, quand vous êtes propriétaire et que vous avez des maisons avec des étages, il faut résoudre la question de l'escalier, il faut résoudre la question des salles de bain. Et je peux vous dire que ça nous prend des mois. Et ça, c'est pas possible. Il y a urgence quand il s'agit de ce maintien à domicile. Et c'est un parcours du combattant. Malgré la volonté des professionnels, il faut qu'on arrive à trouver des réponses pour que ce soit plus rapide dans le traitement de ces dossiers. Vous parliez de guichet unique. Moi, je n'ai pas encore vu de guichet unique. Et heureusement qu'avec les professionnels, on arrive à bien travailler. Mais pour Montescalier, quand ça prend
6 mois, 8 mois, c'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Il faut qu'on soit plus réactif du côté des services. Et comme il s'agit là de services publics, eh bien, il faut qu'on donne les moyens aux services publics et en professionnels, en formation et en moyens financiers également. Merci. Derrière, une question, je vais me brasser le bec. Bonjour, moi je suis auxiliaire de vie pour la situation. Alors, bienvenue. Vous êtes chez vous. Il y a ma collègue. Donc, je rebondis sur ce que monsieur a dit. Parce que ça fait 9 mois que moi j'ai une bénéficiaire. J'avais 9 mois que j'ai une bénéficiaire qui attend un escalier. Comme elle le dit, ils attendent que je sois entre 4 planches. Elle a dit non, les escaliers. On essaie de la soutenir, elle souffre. Parlez plus près dans le micro. Pardon, excusez-moi. Elle souffre, mais au niveau de l'administration, elle appelle, il n'y a pas de réponse. Donc ils attendent quoi qu'elle aille en épargne, c'est pas ça qu'on fait. C'est pas la nôtre non plus. Parce qu'on ne fait pas ce métier par l'argent, pour l'argent, on le fait parce qu'on a envie, ça vient de notre cœur. Parce que quand je dis les salaires, ça ne suit pas. On n'a pas de vie de famille, on a des amplitudes horaires incroyables. Au niveau frais, route, c'est catastrophique. On n'est pas reconnu pour ce qu'on fait. Donc j'estime qu'au niveau administration, il faut qu'ils soient les plus présents pour les personnes handicapées, les personnes âgées, parce que c'est avec le cœur, on les aime, les bénéficiaires de toute façon. Donc on est là, les familles, il y en a qui les abandonnent. On a des gens où on fait beaucoup de soutien psychologique. Nous, on a la chance d'avoir un patron qui est infirmier qui nous soutient énormément. Donc là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Mais ouais, au niveau administration, il va falloir faire quelque chose parce que s'ils gagnent trop d'argent, ils ont une grosse retraite, ils n'ont droit à rien. Donc quand ils ont le moyen, ils ont des choses à payer à côté, ils ne peuvent pas avoir des aides comme ils le souhaitent. Ils ont besoin de monter l'escalier, c'est catastrophique, ils n'ont pas. Donc je ne sais pas ce qu'ils attendent. Vous restez avec nous cet après-midi? Oui. Je reviendrai vers vous cet après-midi alors. Parce que là, il est bientôt midi. Est-ce qu'il y a une dernière question pressante qui vous empêcherait de passer le déjeuner en paix? Oui. Madame Cadry, directrice de la PLF. Pardon. Non, écoutez, on oublie les titres, etc. Je m'exprime pour la Technicothèque. La Technicothèque, c'est un dispositif du conseil départemental, pilote, enfin pour l'instant, qui n'est pas pérenne. Et on travaille énormément avec la PAS en direction des personnes âgées de plus de 60 ans pour leur fournir du matériel et des aides techniques le plus rapidement possible. Et là, je reviens tout à fait à ce qu'on disait, c'est qu'il existe dans l'Aude plein de dispositifs en direction des personnes âgées, mais il n'y a aucun coordonnateur de tout ça. Ce qui fait qu'on travaille chacun un petit peu dans notre coin. De temps en temps, quand on est gentil, on se téléphone entre nous. Mais s'il y avait un peu d'intelligence entre l'État et le département, peut-être qu'on arriverait à être plus efficace au niveau des réponses qu'on peut apporter, parce que les réponses, il y en a plein. Il y en a qui sont très intéressantes, mais pour l'instant, il n'y a aucune cohérence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça rejoint toutes les problématiques liées à l'isolement aussi des aidants, des aidés et de tous les systèmes qui existent, qui pour l'instant ne travaillent pas ensemble. C'est pour ça aussi qu'il y a le CIAF, je pense, et ce qu'on va essayer de faire, mais pour l'instant, c'est complètement incohérent. Oui. Pardon, juste pour rebondir sur le... Moi, je suis moins critique et moins... Vous êtes, si vous pouvez vous lever, parce que sinon... Je suis chef de service dans un foyer médicalisé, auparavant j'étais assistante sociale. Et je suis un petit peu moins critique, alors moi je fais un distinguo entre les personnes âgées et les personnes handicapées. À mon sens, pour les personnes handicapées, je rejoins un peu ce que vous disiez, il y a quand même beaucoup de moyens. Alors je travaille dans un service médico-social où on a quand même des délais d'attente de 4-5 ans. Donc il y a quand même un manque de structure médico-sociale. Mais pour avoir dirigé un service d'aide à domicile, il y a quand même des moyens. J'ai vu des PCH du même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
pour les personnes en situation de handicap de moins de 30 ans. Alors qu'il est vrai que pour les personnes âgées, on est confronté, comme vous le disiez, par rapport à la PCH, exactement. Voilà, exactement. Donc il y a la logique de moyens, les PCH lui-même, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de participation financière, alors que pour la PA, il y a la question de la participation financière et le manque de moyens, puisque c'est quelques heures. Souvent pour les personnes qui ont Alzheimer ou autres, ça ne suffit pas. Voilà. Donc il y a aussi cette question financière pour le maintien au domicile des personnes âgées qui se pose. Plus on a de moyens, plus on peut rester à la maison. Bien sûr. Et après, je serais un peu moins critique sur tout ce qui est... Il existe quand même des systèmes, des services de coordination pour les personnes handicapées. Il y a les SAVS, les SAMSA. Pour les personnes âgées, nous avons les Maya, qui sont parfois peu connus, mais qui font un travail de coordination. Oui, non, mais je veux dire, il existe déjà des dispositifs de coordination qui permettraient de... Voilà. En fait, je suis sûr qu'il y a des dispositifs, on peut en trouver. Sinon, on creuse dans le jardin, on va en trouver. Le problème, c'est que tout le monde travaille ensemble à un moment. C'est ça. Prenez le micro si vous voulez parler, que tout le monde en profite. Et puis après, Franck Guichet donnera quelques mots de conclusion de cette atelier. Ce dont Madame parlait en parlant de la technicothèque, c'est ce manque de co-construction entre les partenaires qui ne se mettent pas autour d'une table pour trouver une solution, comment répondre d'une seule voix à quelqu'un qui vient se renseigner, la personne qui vient se renseigner, à qui on pourrait donner tout un éventail de réponses à toutes les questions qu'elle se pose sans avoir à aller à se déplacer, à faire des kilomètres, des coups de fil sans arrêt pour avoir une réponse. Un lieu, une réponse, parce que des acteurs se seront mis ensemble et qu'on peut lui apporter... La technicothèque se manifeste derrière vous, c'est ça? Je vais vous le rappeler. Et après, on conclura la matinée. Je vous expliquerai comment ça va se passer cet après-midi. Alors, attendez, juste après là. Allez, c'est vous, je vous écoute. Donc oui, moi je suis donc Mallory, c'est la SAF sur la technicothèque et sur le service SAMSA de la PF. Donc j'ai deux casquettes. Et c'est en créant la technicothèque avec Nina, ma collègue, un thérapeute, où on s'est aperçu qu'il y avait une grande disparité en fait entre les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc ce qui en ressort, et ce qu'on a fait plus faire remonter actuellement une expérimentation au niveau du département, c'est cette question de coordination. Nous on est sur un SAMSA, donc il y a de la coordination, on suit les personnes en sortie d'hospitalisation. On va sur la technicothèque, donc plus de 60 ans, voir les personnes, elles sortent de l'hospitalisation, elles n'ont pas forcément de kiné, elles n'ont pas forcément d'ortho, elles ont fait un AVC, elles sont seules. Bon. Après, il y a aussi une partie des personnes qui ont plus de 80 ans, je pense, au niveau culturel, ne sont pas habituées à demander. Donc déjà, ils font une première demande, ils ont 85 ans au niveau de la PA, ils ne sont pas habitués à demander, ils ne sont pas dans ce système-là. Mais dans tous les cas, s'il y avait un petit dispositif type SAVS 500 pour les personnes âgées, ça répondrait déjà pas mal à cette problématique. Certes, nous, on a découvert la Maya il y a 1 an et demi qu'on intervient. On est allé sur une réunion Maya avec beaucoup d'intervenants pour les personnes âgées, mais voilà, il manque quand même quelque chose qui fait que le maintien à domicile va pouvoir être possible et respecter ce que les personnes veulent. Mais déjà ce jour-là. Franck, pour conclure cette matinée. Oui, alors je ne vais pas du tout conclure, je vais plutôt rajouter une couche d'huile sur le feu ou le brasier de vos revendications qui est en train de naître. Et c'est un peu mon rôle, hein, c'est un sociologue qui aurait renoncé à faire changer le monde et il n'aurait plus vraiment sa place. Donc je suis très content de voir les questions que vous soulevez, les problèmes que vous pointez. Je pense que ça fait partie de ce grand diagnostic qu'il faut réaliser et qui est souvent fondateur de l'action commune. Et juste peut-être pour vous donner un élément supplémentaire de colère qui engloberait ce que vous avez déjà donné, c'est sur cet écart, sur cette différence que vous êtes en train de diagnostiquer entre ce qui est fait pour le handicap et ce qui est fait côté grand âge.
Vous savez, en France, on a, vous parlez, monsieur, de ce compartimentage, de ce cloisonnement. Alors en France, on a quelque chose qu'aucun pays nous a copié, pour une bonne raison, c'est que c'est assez stupide. On a instauré une discrimination à l'âge. Moins de 60 ans, vous êtes considéré comme une personne en situation de handicap. Plus de 60 ans, vous basculez côté vieux. Et côté vieux, très concrètement, pour donner un élément chiffré à ce que vous indiquiez, pour le même besoin d'aide, côté APA, c'est environ 4 000 € la dépense par an pour un département. Côté PCH, c'est 8 000. Donc avec un élément comme ça, on comprend tout de suite l'écart qu'il y a dans les moyens à aborder. Et donc, chaque année, la France se fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination, grâce à cette barrière d'âge qu'elle maintient. Et on la maintient pourquoi? Pour des raisons économiques, évidemment. Puisque si on donnait aux personnes âgées les mêmes droits, les mêmes moyens, les mêmes aides que ce qui existait pour le handicap, la dépense s'envolerait. Donc voilà pourquoi on continue à maintenir, quitte à prendre des sanctions, cette discrimination. Donc on attend, vous voyez un peu l'exemplarité de notre pays en cette matière-là. Et donc l'élément de construction, le projet qui est derrière ça, c'est une vieille revendication des associations il y a plus de 30 ans maintenant qui ont les premières abordé la question du 5e risque. En disant mais pourquoi finalement on n'essaierait pas d'englober ce besoin d'aide qu'on ait moins ou plus de 60 ans, qu'on soit handicapé ou juste vieux, en disant la perte d'autonomie, le besoin d'être aidé au quotidien, c'est un risque commun, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, quel que soit le handicap, et c'est un risque qui pourrait être assuré par notre système de protection sociale. Voilà, et c'est ça la base du 5e risque. C'est ça que notre président a évoqué lorsqu'il a annoncé une future réforme grand âge et autonomie, dont on devait avoir le premier projet avant la fin de l'année, qui n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs. Voilà, vous savez que cette réforme elle a été reportée depuis au moins une dizaine d'années, que déjà 3 présidents avant lui s'y sont cassés les dents. S'y sont cassés les dents parce que concrètement ils n'ont pas sorti le carnet de chèques. Je crois qu'on est bien placé pour leur rappeler quels sont leurs engagements.